des années 80. Je crois qu'elle a beaucoup de vrai parce qu'il y a quand même un mouvement de société, comme vous le dites très justement. C'est-à-dire que les femmes sont parties dans la vie professionnelle, elles sont à l'université. Je pense que le modèle doit forcément évoluer à cause de ça. Mais vous avez raison, et d'autant plus que tout à l'heure, vous avez commencé, Madame la Ministre, en disant que Pierre de Coubertin disait non aux Olympiades femelles. Et ce qui est très intéressant, des années 80-90, on s'aperçoit que le CO, le Comité international olympique, essaie justement d'ouvrir aux femmes, en les faisant venir en tant que membres du CIO en 1981. Et après, en 1994, on a des premières conférences sur la femme et sport. On a une ouverture totale. Et là, le 8 et 9 décembre 2014, c'est tenu à Monaco, les assises du sport, du CIO, où là, eh bien, il faut absolument arriver à 50% de femmes aujourd'hui, notamment dans les pratiques, et une forte médiatisation de celle-ci. Il ne faut pas oublier tout le mouvement féministe aussi, qui s'est beaucoup battu dans les années 80, avant les années 80 et dans les années 80. La mentalité doit quand même un petit peu changer. Quand vous regardez ces photos de grandes championnes, on n'a pas toutes sorties, mais c'est Nadia Comaneci, c'est Florence Griffith-Joyner ou d'autres comme ça. Est-ce que vous avez la sensation qu'on mettait quand même en avant le glamour, la féminité, parce que sur toutes les images qu'on avait, c'était quand même... On montrait le corps, mais c'était des athlètes, des sportifs, quand on ne les voyait pas en compétition, qui étaient maquillés, habillés. Est-ce que ça, on n'est pas arrivé à une dérive de... début d'hypersexualisation? Est-ce que c'est à ce moment-là que ça s'est fait? Parce que les sponsors ont compris que c'était bien, on avait des sportives, mais que c'était mieux si elles étaient jolies et qu'on pouvait les montrer belles. C'est même grave quelque part, parce qu'on va vers une forme d'érotisation en fait de la sportive, où globalement on va mettre plutôt en avant peut-être les personnes qui font du beach volley. On va dire, effectivement, c'est bikini obligatoire. Voilà, et celles qui font du basket, peut-être ont des grands vêtements amples, et c'est peut-être pas forcément télégénique. Prenez l'exemple de Katharina Witt. On a réfléchi après, effectivement, elle venait d'un pays de l'Est où on était habitué quand même à avoir des athlètes d'Allemandes de l'Est qui n'avaient pas son physique. Bon, elle fait du patinage artistique, tant mieux pour elle, c'est quand même un sport artistique, elle était très jolie. Et puis tout d'un coup, il y a eu ce passage, on a la photo avec le sein. Et là, on entre aussi dans une nouvelle ère, c'est une autre communication. On a communiqué sur ça, cette photo-là, il y a un sein qui se dévoile. Elle est à l'origine de la pipolisation qu'on a pu voir après avec les Manodou, les Pérec à l'aéroport comme des bêtes traquées. Ah ouais, moi je crois qu'elle est vraiment au début. Pourquoi? Parce que déjà là-bas c'est une belle femme, moi il me semble. On a affaire à une starisation à travers certaines icônes féminines. Mais j'irais même beaucoup plus gravement, moi il me semble, le Tour cyclisme féminin en 1994. Eh bien en fait il va se présenter ce Tour féminin au Crazy Horse, où on demande aux cyclistes de se mettre en petite tenue. Et là qui est le sponsor? Qui est le sponsor du Tour cyclisme féminin? C'est le corsetier Triomphe International qui va offrir un soutien-gorge à chaque coureuse. Et on va faire des défilés de mode, Tour féminin. C'est une manière de dire aux femmes, ok, vous êtes dans le monde sportif, Absolument. qui est un monde masculin, mais quand même, restez à votre place, soyez féminine, mais dans les injonctions très genrées et très dominantes, et restez quand même à votre place. Ne soyez pas trop sur le terrain. La campagne de Playboy, de Katharina Witt aussi. Il y a peu d'hommes qui se sont mis... le calendrier du rugby. Oui, mais c'est arrivé un peu tard, le Stade français. Ça commence un petit peu dans l'iconographie gay, notamment. Dans les années... On ne peut pas dire on l'a tout acheté. La dérive de la pipolisation avec les affaires Pérec, Manodou, ces bêtes traquées, est-ce que c'est la presse qui est à l'origine de ça? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on les a vraiment cherchées, on en est là? Ou est-ce qu'elles ont aussi fait en sorte de par le début de la professionnalisation, de jouer à ce jeu-là aussi, parce qu'on leur a appris à faire on les a coachées pour répondre aux caméras. Est-ce qu'elles ont fait leur travail aussi sur ça, leur carrière sur ça? Je pense qu'elles étaient très jeunes et qu'elles ont été un peu piégées. Oui, et qu'ensuite, il y a eu une espèce d'engrenage dans lequel elles ont eu beaucoup de mal à vivre et à s'en sortir, parce que beaucoup d'entre elles, à la fin, se plaignaient de cette situation, de ne plus avoir de vie privée, de ne pas pouvoir dire un mot sans que ça figure dans la une des People. C'était très difficile à vivre pour elles. J'en ai connu quelques-unes. Je peux attester que ce n'était pas une situation très confortable. Athlète de haut niveau, c'est très très dur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un athlète de haut niveau vit à travers son sport 24 heures sur 24. Je ne sais pas si vous avez démenti. Il y a une frontière entre la vie privée et la vie publique. Et moi, je m'en souviens très bien. Moi, j'étais à Sydney, à l'aéroport, quand Marie-Jo Pérec elle partait. Elle était traquée. Moi, je m'en souviens très bien. Les Australiens, moi, j'étais juste là sur place. Eh bien, où est Marie-Jo Pérec? Où est Marie-Jo Pérec? Tout le monde la traquait. C'était vraiment... Et ça parfois nuit à leur performance, parce que c'était une vie invivable. Sandrine, ça on le vit moins peut-être en sport
sport co parce que vous n'êtes pas une seule individualité, donc c'est toute l'équipe. À l'époque, c'était qui les personnes qui vous ont donné envie de faire du sport? Est-ce que c'était vraiment des athlètes masculins dans le rugby, parce qu'il y avait peu de femmes aussi, ou est-ce que c'est d'autres sports? Vous avez dit, je veux faire comme Navratilova, comme c'est vrai que j'ai plus été inspirée par des athlètes masculins, effectivement. Ouais. Après, c'est peut-être dû à la médiatisation des sportifs qui étaient moindres, et aussi par l'activité. L'athlétisme, ça n'a jamais été mon fort, mais enfin, oui. Ouais, c'est ça. Après, par rapport à la protection des athlètes, je parle par rapport à ce qu'on a vécu cet été. On a vraiment été protégés par nos instances, donc à savoir la Fédération française de rugby, pour justement ne pas avoir ce tampon entre les médias, notre vie privée et notre vie sportive. Donc ce que Laure Manodou ou Marie-Josée Pérec ont vécu, nous, on a été un petit peu protégés par rapport à tout ça. Est-ce que, juste une dernière question, et on va enchaîner avec ces années 2000, Edwige Avis, vous, quand vous étiez ministre, est-ce que vous avez senti monter cette dérive de pipolisation? Est-ce que l'État a fait quelque chose pour essayer de freiner et de ne pas trop aller dans des clichés? On a essayé de faire des choses très concrètes. Par exemple, le statut de l'athlète de haut niveau. Ce que disait tout à l'heure Annie Famouse, c'était un vrai problème. Qu'est-ce qu'elles allaient faire après? Donc qu'elles ne soient pas piégées justement par les médias tout de suite pour gagner un petit peu d'argent. Moi, j'ai travaillé là-dessus avec d'ailleurs toutes les fédérations. Et ce statut de l'athlète de haut niveau permettait de faire des études, permettait ensuite une embauche dans les entreprises. C'était pas la seule solution, mais c'était une des solutions. On fait une petite pause et on revient très vite pour enchaîner la suite, parce qu'on arrive maintenant dans les années 2000. Alors, comment parle-t-on du sport féminin depuis quelques temps? On va voir ça juste après la pause. À tout de suite. Vivez les 24 heures du sport féminin avec GDF Suez, le partenaire du tennis féminin. Je rêve de mon banquier. Il est en train de dîner avec sa femme et ses enfants. Il est 20h30. Mais moi, j'ai besoin de lui. J'ai besoin d'un conseil. Et je peux pas régler ça sur Internet. Alors, je rêve que j'appelle ma banque. Et là, il y a un conseiller qui prend le relais en pleine soirée pour m'aider. Oui, je sais, je suis dans un rêve. Mais cette banque n'est pas un rêve. Chez LCL, un conseiller vous répond jusqu'à 22h. LCL, demandez plus à votre banque. Florent Manodou, quel est le secret de votre performance? La préparation. Une préparation optimale commence avec Williams. Nouveau gel douche, Williams 3 en 1. Corps, visage, cheveux. Williams, la préparation, c'est le résultat. Nouvelle Renault Twingo, agile de corps et d'esprit. Découvrez la nouvelle Renault Twingo. À partir de 129 € par mois, sans apport, sans condition, avec 4 ans d'entretien. Mais qui s'occupe des professionnels ici? Nous! Oh, je suis fleuriste. Oh, c'est joli. Oui, hein, et c'est petit. Et tout le reste est dans le camion de livraison qu'on vient de me voler. Faites-nous une fleur. Gardez le moral. Avec votre assurance Automaf, votre marchandise est garantie en cas de vol. Et nous vous prêtons un véhicule de remplacement. Oh, mais c'est... Très pro, oui. C'est la MAF. Et jusqu'au 31 mars 2015, c'est 2 mois gratuits pour tous nouveaux contrats auto. C'est MAF Pro, et c'est pour vous, les pros. Retrouvez notre sélection BCBG sur adopteunmec.com. Bon les gars, ça va pas là? Faut qu'on s'engage, qu'on joue collectif, on remonte les ballons, on se fait des pas, c'est ça l'engagement. Quoi? Non, rien. C'est juste que nous aussi, chez Sofinco, on s'engage. Enfin, mais allez-y, hein, continuez. Parce que chez Sofinco, on s'engage à faire avancer vos projets, profitez dès maintenant d'un taux exceptionnel de 3,9% sur 36 mois et d'une réponse de principe immédiate. Appelez le 3005. Sofinco, vous vous engagez, nous aussi. Allez les gars, on y croit. Ouais. On s'engage. Get in, come on.
Mini, également 5 portes. Greypolis, faites souffler un vent de prospérité sur vos citoyens et posez les fondations, avec l'aide des divinités, d'un puissant empire. Établissez votre stratégie, formez des alliances et participez à des batailles épiques. Partez à la conquête de nombreuses îles et devenez le souverain ultime de Greypolis. Jouez gratuitement sur greypolis.tv ou téléchargez l'application. Vivez les 24 heures du sport féminin avec GDF Suez, le partenaire du tennis féminin. Suite et fin de notre émission consacrée à l'histoire de la médiatisation du sport féminin avec nos invités Annie Famoz, Éric Monin, Marie-Saucile Nave, Sandrine Agricole qui est également avec nous et Edwige Javis. Alors on arrive tout logiquement aux années 2000-2010 avec cette révolution qui s'opère avec les sports collectifs. C'est vrai que face aux excès des grands sports collectifs masculins, que ce soit l'histoire de dopage, de hooliganisme, les matchs truqués, les équipes féminines apparaissent peut-être plus authentiques, plus proches de certaines valeurs, plus proches du public aussi. Et les médias se tournent vers elles. Elles ont des histoires à raconter, en plus elles réussissent et c'est un vrai créneau. François Delmotte revient pour nous sur cette évolution. Après les exploits individuels des années 80 et 90, le sport féminin s'illustre dans les disciplines collectives dans les années 2000. Le basket montre la voie en 2000 avec la première qualification d'une équipe de sport collectif féminine pour les Jeux Olympiques. L'épopée des braqueuses, double championne d'Europe en 2001 et 2009, emmenée par des joueuses emblématiques comme Cathy Mellin, Céline Doumergue, Sandrine Grouda, culminera en 2012 avec une finale olympique à Londres contre les États-Unis. Sous la houlette d'Olivier Crumbles, les handballeuses entament une séquence marquée par plusieurs performances remarquables, dont un titre mondial en 2003 et 2 titres continentaux en 2002 et 2006 pour les femmes de défi. Sous la direction de Bruno Bini, le football féminin va également connaître durant la dernière décennie un renouveau, attesté par une 3e place actuelle au classement des nations de la FIFA. Enfin, le rugby ne sera pas en reste. 5 fois championne d'Europe, les Bleus ont enflammé cet été le stade Jean-Bouin lors d'une demi-finale épique contre le Canada. Les tricolores termineront à la 3e place de ce mondial. Seulement qu'à ce tableau réjouissant, le volley, dont l'équipe féminine a encore du mal à rivaliser avec les meilleurs sur la scène mondiale. Un paradoxe pour la discipline collective en proportion la plus pratiquée chez les femmes. C'est joli ce que vous venez de dire, Marie-Cécile. C'est beau quand même, c'est vrai que c'était joli. Ah bah oui, cette demi-finale contre le Canada, incroyable. Vous avez eu la sensation de vivre un moment historique avec cette équipe? C'est exceptionnel, exceptionnel. J'ai 34 ans, ça fait 23 ans que je fais du rugby. Et j'avais l'impression de devenir une professionnelle alors qu'on n'est encore que amateur. Et c'était vraiment affolant, tous les moyens qui ont été mis en place pour cette Coupe du Monde. Et on voit vraiment l'évolution qu'il y a eu. Alors qu'on s'était vraiment posé la question, parce que c'était en plein été à Marcoussis, il n'y aura jamais personne. Et ça n'a fait que progresser, les audiences. Même les commentateurs chez nous qui ont commenté donc cette Coupe du Monde disaient c'est un super sport et c'est très joli. Et si on s'était dit il y a 20 ans ou 10 ans qu'on commenterait le rugby féminin, on aurait dit non. Mais en fait, c'est juste assez fabuleux. Vous avez senti que le regard des médias avait changé sur vous, sur votre sport, sur cette équipe ? Oui, un petit peu. Après, on a bénéficié aussi des mauvais résultats de l'équipe de France masculine à cette époque pour justement se faire une place. C'est terrible d'entendre ça. Il ne faut pas vous minimiser votre succès quand même. Vous avez bien marché. Après, je sais qu'à partir de 2012, France Télévisions a voulu mettre le sport collectif à l'honneur et a télévisé le premier match. C'était un France-Angleterre à Charletti en 2012. Et ensuite, s'en est suivi un autre match au Stade de France en levée de rideau des garçons. Donc c'était vraiment 2 grandes premières. Et l'année dernière, lors la première édition du sport féminin, justement des 24 heures du sport féminin, on a vraiment eu une explosion dans ce développement de la valorisation de la sportive. Donc ça, c'était vraiment bien. Il y a la croyance que les gens ne regardent pas, mais en fait c'est faux. Aussi bien les hommes que les femmes c'est 70% des interrogés. Une étude Avas qui voudraient regarder du sport féminin. 2013 qui disent que 70% des Français regardent autant le sport, enfin, ont envie de regarder autant le sport féminin que masculin. Je voudrais faire une double remarque. Vous avez bâti votre émission, et on voit bien, il y a les pionnières, il y a les années 80, il y a maintenant.
Mais vous êtes une pionnière, quelque part. Aujourd'hui, il y a une grande diversité des rôles. Je crois que les médias s'accoutument petit à petit, et particulièrement dans les sports collectifs, on reproche aux femmes de ne pas y être assez présentes, s'accoutument à cette nouvelle façon d'être, à ces nouveaux modèles. Et ce que je trouve très dommage, c'est ma deuxième remarque, on a parlé de la télévision beaucoup, c'est que dans énormément de revues féminines, j'en feuilletais encore avant cette émission ce matin une bonne dizaine, jamais les sports collectifs n'apparaissent. L'image de la femme reste toujours assez stéréotypée quand c'est la femme sportive. Ce sont des sports de santé, de bien-être. Mais cette diversité ne figure pas. On est à côté d'une réalité, on passe à côté. Il y a une réalité qui est certaine, c'est que sur l'ensemble des événements sportifs retransmis à la télévision, seuls 15% concernent les femmes. Et dans ces 15%, 95% sont sur des chaînes payantes. Absolument. Donc en fait, ça reste quand même assez confidentiel. Et encore, ça a doublé en 2 ans. Ça a doublé. Grâce à l'action du CSA.